Bonjour à tous, bienvenue dans le journal de l'Afrique à la une. Ce jeudi, au Burkina Faso, la Cour de cassation annule le mandat d'arrêt international contre l'ex-président Blaise Compaoré, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro. Une annulation pour vice de forme. Nous serons en ligne avec notre correspondante Anna Sylvestre-Trainer. L'arrivée à Kinshasa de la dépouille de Papa Wemba, ses proches mais aussi des officiels ont assisté à la descente d'avion du cercueil ce matin. Dans les rues de la capitale, le cortège a été accueilli par une foule immense en larmes. Non au terrorisme, oui aux droits de l'homme. C'est l'appel lancé aujourd'hui en Tunisie par 48 ONG nationales et internationales. Toutes dénoncent les nombreux abus commis dans le cadre de la lutte antiterroriste. Tous les mandats d'arrêt internationaux visant Blaise Compaoré et Guillaume Soro ont été annulés par la Cour de cassation de Ouagadougou. On retrouve tout de suite Anna Sylvestre-Trainer depuis Abidjan. Anna, la Cour de cassation justifie sa décision en évoquant un vice de forme. Oui, c'est officiellement pour vice de forme que ces mandats d'arrêt internationaux lancés contre Guillaume Soro d'une part et contre Blaise Compaoré, l'ancien président burkinabé d'autre part, ont été annulés. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le procureur général de la Cour de cassation. Des mandats d'arrêt annulés et non levés. La différence est ténue, mais elle compte tout de même car ces défauts de procédure pourraient en théorie être corrigés. La procédure, quant à elle, reste en cours et donc les poursuites, elles, ne sont pas suspendues. Alors il faut rappeler que ces mandats d'arrêt internationaux lancés contre Guillaume Soro, le numéro 2 de l'État ivoirien, contre Blaise Compaoré, l'ancien président burkinabé, avaient fortement refroidi les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Elles avaient même été à l'origine de forts différends, notamment au début de l'année, mais depuis les deux présidents, Alassane Ouattara et Roch Marc Christian Kaboré, le nouveau président burkinabé, s'était employé à réchauffer ces relations, notamment en disant que les différends seraient réglés par voie diplomatique. Dans le même temps, le président burkinabé assurait que la justice ferait son travail et tout son travail. Anna, Blaise Compaoré est mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat de Thomas Sankara. Pour Guillaume Soro, ce mandat d'arrêt était en rapport avec l'affaire du putsch de septembre 2015. Oui, on avait appris que ce mandat d'arrêt avait été lancé, c'était début janvier et rappelez-vous, c'était l'affaire des écoutes téléphoniques. Des écoutes téléphoniques où l'on entendait deux hommes qui parlaient effectivement de la façon d'appuyer ce coup d'État qui a eu lieu en septembre 2015, un coup d'État lancé par les anciens membres du RSP et mené par Gilbert Diendéré, l'ancien patron de la garde prétorienne de Blaise Compaoré. Ces deux voix seraient celles d'une part de Djibril Bassolé, l'ancien ministre des Affaires étrangères burkinabé, de l'autre de Guillaume Soro, ce que les deux hommes ont toujours démenti, mais cela avait tout de même valu, vous le rappeliez, à Guillaume Soro une inculpation et donc un mandat d'arrêt pour son implication présumée. Quant à Blaise Compaoré, c'est bien son rôle dans l'assassinat de Thomas Sankara, l'ancien président burkinabé, qui lui a valu ce mandat d'arrêt. L'ancien président Blaise Compaoré, qui depuis sa chute en octobre 2014 s'est réfugié ici, à Abidjan, et il a même depuis obtenu la nationalité ivoirienne. Merci Anna Sylvestre-Trainer pour toutes vos explications. Et on reste en Côte d'Ivoire où l'embargo sur les armes a été définitivement levé. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité un texte supprimant cette interdiction imposée en 2004. Autre décision, le renouvellement pour une dernière année de la mission de maintien de la paix dans le pays. Le mandat s'achèvera le 30 avril 2017.
La dépouille du roi de la rumba congolaise de retour au pays, c'est un hommage digne d'un chef d'État qui lui a été rendu. Plusieurs ministres et des chefs coutumiers ont accompagné le corps de l'artiste à Kinshasa. La tristesse était telle que même les adeptes de la SAP ont délaissé leurs vêtements flamboyants pour revêtir un costume noir en signe de deuil. Le cortège funèbre de la star congolaise a pris la direction de l'hôpital du Cinquantenaire. Le reportage sur place de notre correspondant Thomas Nicolon. Regardez. Papa Wemba est de retour au pays. Et pour accueillir le corps de l'artiste sur le tarmac de l'aéroport, plusieurs centaines de personnes, ministres, artistes ou tout simplement quinois, ils pleurent tous la mort de leur idole. Un grand vraiment. J'étais chanteuse là-bas, chez lui. Jusqu'à présent, je chante là-bas chez lui, chez Papa Wemba. Il est congolais, c'est normal que son corps puisse revenir ici. Il signifiait beaucoup, c'était l'icône de la musique congolaise. Devant des milliers de Quinois, la dépouille du roi de la rumba a été transportée jusqu'à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Là aussi, la foule était au rendez-vous. C'est un monsieur que moi j'ai connu depuis mon bas âge. Moi je suis né en 72 et je l'ai trouvé déjà sur scène. C'est vraiment un grand monument pour la musique congolaise, raison pour laquelle toute la population congolaise, les Quinois en particulier, sont en train de pleurer Papa Wemba qui était vraiment l'icône de la musique congolaise. Le corps de Papa Wemba sera visible lundi au Palais du Peuple pour un hommage posthume. Jusque-là, il est chevalier de l'ordre national. Il y a le chef de l'État qui vient de faire encore une grande surprise. Voilà. Il va devenir commandeur. Donc, c'est le top des décorations. On peut le faire qu'au Palais du Peuple. Vraiment, c'est une icône qui part. C'est une grande fête pour la nation. Mais Papa Wemba vient de nous quitter. Mais son mythe commence maintenant. En attendant les funérailles qui auront lieu mardi prochain, les Congolais n'ont pas fini de pleurer et de chanter pour leur roi, Papa Wemba. Et on en vient à présent à la situation en Libye. Si le gouvernement d'union installé à Tripoli renforce peu à peu son autorité sur les structures étatiques, il cherche encore à gagner la confiance de l'ensemble des Libyens. Sur le terrain, les combats continuent, notamment du côté de Benghazi, où l'armée a fait face à des factions islamistes. Nicolas Germain. Scène de guerre à Benghazi. Ces soldats de l'armée nationale combattent contre des milices islamistes. Pour eux, la prochaine étape sera de reconquérir la ville de Sirte, occupée par le groupe État islamique. La situation sur le terrain est très bonne. Nous allons gagner avec l'aide de Dieu. Dans 2 jours, on aura tout Benghazi et ensuite on prendra Sirte. À Tripoli, il n'y a pas de combat, mais le contexte reste tendu. Le dirigeant soutenu par la communauté internationale, Fayez al-Sarraj, est arrivé dans la ville le 30 mars, contraint de venir dans ce bateau, car ses adversaires avaient fermé l'espace aérien. Pour rester à Tripoli, il a dû obtenir le soutien de la principale milice de la ville. Il fallait installer ce gouvernement dans un lieu sécurisé, à 100%. Nous avons choisi le siège de la marine libyenne à Tripoli. Mais certains dans l'ancien gouvernement ne reconnaissent toujours pas Fayez al-Sarraj. Posez cette question à l'Union européenne. Vous cherchez des partenaires libyens ou un partenaire étranger qui vous convient ? Si vous cherchez des Libyens, alors nous sommes le gouvernement légitime. La situation est confuse. La vie quotidienne, elle reste difficile, comme en témoignent les interminables files d'attente devant les distributeurs, les banques étant à court de liquidités. Lutter contre le terrorisme en respectant les droits de l'homme, c'est le message de la campagne de sensibilisation lancée en Tunisie aujourd'hui par une quarantaine d'ONG. Ahmed Benchepsi, le directeur de la communication de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord de Human Rights Watch, est revenu sur les abus commis dans le cadre de la lutte antiterroriste. Écoutez. Il y a plusieurs cas, oui. Il y a eu des cas de mauvais traitement, effectivement, qui ressemblent à des tortures. Il n'y a pas eu d'enquête assez poussée pour déterminer ce qui s'est passé, mais enfin, les témoignages sont assez accablants. Il y a des cas de mauvais traitement, des cas d'arrestation arbitraire, des cas de personnes qui ont passé des mois, voire plus d'une année en prison alors qu'ils n'avaient absolument rien contre eux, des cas d'abus et de dépassement. Mais ce sentiment dont je parlais plus tôt, qui est un sentiment de l'opinion publique, qu'en gros, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Et si on veut combattre le terrorisme, il faut fermer les yeux sur les dépassements.
dépassement. Nous, on est là pour dire attention, c'est faux. D'abord, les dépassements des droits de l'homme, y compris la torture, sont évidemment pas acceptables pour des raisons morales, éthiques et légales, mais aussi, et c'est ça notre message de fond, c'est que c'est pas efficace. Ça marche pas en fait. La violation des droits de l'homme ne font pas avancer la lutte antiterroriste. Est-ce que les ONG rencontrent aussi des difficultés dans leur travail au quotidien ? Les ONG, la difficulté principale, et c'est justement celle-là à laquelle on essaie de faire face par cette campagne, c'est une opinion publique qui est souvent hostile et qui considère qu'on est là à défendre les droits des terroristes et qu'on ne sympathise pas assez avec les victimes et qu'on est là à nous préoccuper de sort de gens qui sont des terroristes. Voilà en gros une idée générale. C'est une difficulté parce que souvent il y a une hostilité sourde envers les associations de droits de l'homme tunisiennes d'abord, avant toute chose, et puis internationales en Tunisie. Et il s'agit d'inverser cette tendance, d'inverser cette image et de montrer que les ONG des droits de l'homme, d'abord, elles soutiennent absolument la lutte antiterroriste parce que le terrorisme est une atteinte au droit à la vie, qui est le premier des droits de l'homme, mais aussi et surtout que défendre une approche respectueuse des droits de l'homme n'est pas un handicap de la lutte antiterroriste. Au contraire, ça aide la lutte antiterroriste si on respecte les droits de l'homme et qu'on respecte les procédures. C'est notre message principal. En Guinée équatoriale, la victoire sans surprise de Teodoro Obiang Nguema à l'élection présidentielle. Selon les résultats officiels, il obtient 93,7% des suffrages exprimés. A noter que c'est moins bien qu'en 2009 où il avait obtenu 95,7% des voix. Ces deux principaux opposants recueillent chacun 1,5%. Après 37 ans au pouvoir, Teodoro Obiang Nguema rempile donc pour un nouveau mandat. Au Libéria, lui, croit en sa victoire à l'élection présidentielle. George Weah officialise sa candidature au scrutin de 2017. Il s'était déjà présenté en 2005, mais il avait été battu par Ellen Johnson Sirleaf. L'ex-star du ballon rond a délaissé ces dernières années les terrains de foot pour une carrière politique, une reconversion réussie, puisqu'en décembre 2014, il est devenu sénateur de la province de Montserrado. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci de votre fidélité. Restez sur France 24, l'information continue.